Donc je vous demanderai d'applaudir très fort Vladimir Pletser. Bonjour, bonjour, bonjour. Mon nom est Vladimir Pletser, je travaille à l'Agence spatiale européenne, je suis responsable des paraboliques, je suis expert en microgravité et je vais vous parler aujourd'hui ah oui, voilà, de vaincre la pesanteur en tombant. Pourquoi il faut tomber pour vaincre la pesanteur? D'abord, je voudrais remercier les intervenants précédents, les organisateurs également, et puis comme le thème de la session est trouver le nord, eh bien, j'espère que vous allez comprendre le lien. Je vais vous parler du haut et du bas et pourquoi il faut tomber. Bien, alors je vous propose de faire une expérience, imaginez-moi, qui a été proposée par Albert Einstein il y a plus d'un siècle. C'est l'expérience de la cage d'ascenseur qui descend. Vous voyez, trois cas de figure. Dans les trois cas de figure, la cage d'ascenseur descend, mais pour des causes et avec des effets différents. La première cas de figure, l'ascenseur descend avec une accélération petit a, plus petit que l'accélération de la pesanteur, qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré, si vous vous rappelez vos cours de physique de base. Qui n'a jamais pris d'ascenseur dans sa vie? Levez la main. Personne, très bien, je peux passer. Le cas numéro 2, cette fois-ci, l'ascenseur est accéléré vers le bas. Imaginez une main géante qui pousse la cage d'ascenseur vers le bas. Ici, on a représenté un moteur de fusée. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme, soudainement, va être propulsé au plafond et se taper la tête au plafond. Est-ce que c'est juste ce que je viens de dire? Pas tout à fait. On pourrait dire également, non, non, c'est pas ça qui se passe, c'est plutôt la cabine d'ascenseur qui est accélérée, qui le rattrape et qui lui tape sur la tête. Eh bien, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est le point de vue. Quand vous avez une discussion avec quelqu'un, vous avez votre point de vue, vous le confrontez avec votre interlocuteur, eh bien, c'est pareil en science, vous avez également des points de vue, et ces points de vue s'appellent des repères ou des référentiels. Ils sont représentés par trois flèches, vous voyez ici un repère qui est attaché à la cabine d'ascenseur et un autre qui est à l'extérieur, au sol. Eh bien, on va dire que celui qui est à l'extérieur, il est fixe, il ne bouge pas, il est attaché à la terre solide. On va l'appeler inertiel, absolu, fixe, comme vous voulez, c'est du vocabulaire. Celui qui est attaché à la cabine en descente, eh bien, on va l'appeler relatif, en mouvement, non inertiel. Bon, voilà, du vocabulaire encore une fois. Eh bien, si je suis assis là dans le coin et que je regarde, je suis bien assis, attaché avec une ceinture, je me tiens les mains et les pieds, et ce que je veux voir, c'est qu'en fait, c'est mon copain, mon collègue, qui lui va monter au plafond. Par contre, si je suis comme le bonhomme à l'extérieur, les pieds au sol, et que je vois le tout, toute la scène, et qu'il y a une fenêtre, je vois l'intérieur, ce que je vais voir, non, non, c'est pas le bonhomme qui est monté, c'est la cabine qui a été plus vite, qui a été accélérée, qui l'a rattrapé et lui a tapé sur la tête. Et donc, le point de vue, c'est important également. Troisième cas de figure, la cage d'ascenseur descend avec une accélération petit a, cette fois-ci égale exactement à l'accélération de la pesanteur, 9,81 mètres par seconde au carré. Alors à ce moment-là, le bonhomme à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester les pieds au sol, il ne va pas monter au plafond, il va rester entre les deux, flotter entre ciel et terre en quelque sorte, et il va pouvoir se dire deux choses. Il dit, tiens, je suis en train de flotter librement, c'est parce que soudainement la gravité a disparu. La gravitation a tout à fait disparu dans l'univers. Première conclusion parfaitement correcte qu'il peut tirer de son observation. Deuxième chose qu'il peut se dire, tiens, je suis en train de flotter librement, c'est parce que je suis en train de tomber avec la même vitesse, mais surtout la même accélération que le véhicule dans lequel je suis. Deuxième observation, deuxième conclusion, parfaitement correcte également. Et c'est à partir de cette indiscernabilité qu'Albert Einstein a pu continuer et ensuite, par après, poser le postulat de la relativité générale. On va pas si loin, on va s'arrêter à la définition de l'apesanteur. Et en fait, ce qui se passe ici, il va rejeter la première interprétation. Il sait que c'est impossible d'annuler la gravité dans l'univers. Il faudrait que toutes les masses soient mises égales à zéro ou se trouver à une distance infinie, ce qui n'est pas possible physiquement. Et donc, il va rejeter la première observation, accepter la deuxième, et effectivement, il va se dire, je suis en train de tomber avec la même vitesse et la même accélération que le véhicule dans lequel je suis. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Si je suis assis là dans le côté, dans le coin là, et que je me tiens bien, je vais voir effectivement mon collègue qui va flotter librement, sans poids. Je verrai son apesanteur. Si je suis à l'extérieur, les pieds bien au sol, et que je vois le tout, toute la scène, à travers une fenêtre, je verrai non pas l'apesanteur de mon collègue, mais je verrai la chute libre. Je verrai le tout qui tombe tout à fait librement, sans aucune entrave. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que tout ce qui est à bord va simplement flotter librement, comme non seulement mon collègue, mais également l'objet qu'il tenait en main à côté de lui. Alors, est-ce que vous avez compris maintenant la différence entre les deux? Oui? Non? Mais ça m'étonnerait, parce qu'en fait, ça prend des années avant de bien comprendre ce qu'est l'impesanteur. Voici un objet que j'utilise pour faire mes démonstrations. C'est une petite boulette de papier, elle pèse 100 grammes, donc masse constante, il n'y a pas de réaction de
thermonucléaire de désintégration thermonucléaire à l'intérieur, et donc la masse est constante. Le poids, par contre, va être variable. Le poids est de 100 grammes force, ou 1 newton à peu près. Qu'est-ce qui se passe si j'écarte les doigts? Ben, on va essayer, 3, 2, 1, expérience réussie, bravo. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La masse étant constante, le poids de 1 newton tant que je le tiens entre les doigts, dès que j'écarte les doigts, l'objet est directement en état de chute libre, et donc son poids est nul, 0 newton, jusqu'au moment où il touche le sol, et une force de réaction qui réapparaît, et le poids devient de nouveau 1 newton. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je donne à cet objet une accélération non nulle dirigée vers le haut? Autrement dit, je le jette en l'air et je le rattrape. Question, à partir de quel moment est-ce qu'il est en état de chute libre et donc d'impesanteur? Quelqu'un? Bon, alors je vais vous rassurer, ce n'est pas juste le point où il est en haut qu'il a fini de monter avant de descendre, et non plus pas la partie descendante seulement, c'est tout le mouvement. Donc à partir du moment où il quitte ma main, la partie ascendante et puis la partie descendante. Pourquoi? Parce que la seule force qui agit au moment où je le lance, c'est l'attraction gravitationnelle. On peut négliger le frottement de l'air vu que les vitesses sont très faibles. Et donc en fait, à tout moment, cet objet est en état de chute libre pendant la phase montante, ascendante et la phase descendante. Troisième expérience, je donne maintenant une vitesse initiale avec un certain angle incliné sur l'horizontale, autrement dit, je le jette dans l'assemblée comme ceci. Merci, bravo. Alors vous avez vu, cet objet décrit une courbe qu'on appelle une parabole. C'est un mouvement balistique non propulsé parce qu'il n'y a aucune force qui agit sur cet objet sauf la gravité. Échéance numéro 4, j'ai besoin de 2 volontaires, un garçon et une fille, s'il vous plaît. Personne, je vais en décider. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors s'il vous plaît, aidez-moi, jeune homme, venez là. Mademoiselle, voilà, aussi. Très bien. On a 3 chaises. Voilà, c'est une expérience très courte, mais très dangereuse. Voilà, ne vous enfuyez pas, restez là. Oui, oui. On va se mettre dans le même... Non, debout, il ne faut quand même pas exagérer. On va se mettre dans le même état que connaissent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. On va se mettre en état d'impesanteur. Ça va? Pas de problème? Pas de problème? Bien, menez là, à côté de moi, montez sur les chaises, on se donne la main, on compte jusque 3, 1, 2, 3, et on saute. Et voilà, bravo, on applaudit bien fort, parce que pendant une fraction de seconde, notre poids était 0. Alors, je ne vais pas vous demander combien vous posez, mademoiselle, ce serait fort indiscret de ma part. Je pèse moi-même 80 kg, et bien, pendant une fraction de seconde, le temps que mes pieds ont quitté la chaise jusqu'au moment où on atterrit au sol, mon poids était de 0 kg. Merci, vous pouvez retourner à votre place. Bien, voilà. Résumons-nous. L'apesanteur apparaît dans un véhicule en chute libre. La chute libre apparaît dans un véhicule qui n'est soumis qu'à la seule force de gravité. La somme de toutes les autres forces va être égale à 0. Alors, c'est important de dire ce qu'est l'apesanteur. C'est important également de dire ce qu'elle n'est pas. L'apesanteur n'apparaît pas dans une enceinte où on ferait du vide. C'est pas la pression atmosphérique, ce n'est pas le poids de l'air qui pèse sur un objet sur une surface. Ce n'est pas dû non plus à une vitesse importante, comme ici l'avion, et ce n'est pas dû non plus à une flottaison neutre, comme les astronautes quand ils s'entraînent sous l'eau. Ce n'est pas non plus dû à une distance très élevée d'une planète, puisque ici, à la surface de la Terre, nous sommes directement en état d'apesanteur également. Alors voici les plateformes qu'on utilise. Mais la première, c'est la tour à chute libre, pardon, la tour à chute, revenir en arrière, voilà, merci. La tour à chute libre de Brême ici, qui nous donne 5 secondes en chute libre. L'avion en vol parabolique que je vais vous décrire tout de suite. Nous avons également des fusées-sondes qui montent jusqu'à 700 km d'altitude, qui nous donnent entre 5 et 13 minutes d'apesanteur. On utilise également des satellites automatiques. On utilise également la Station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre à 400 km à peu près d'altitude. Voici l'avion qu'on utilise. C'est un Airbus. Oui, il est là, voilà. Un Airbus A310 qui, vous voyez ici, dans une phase un petit peu acrobatique, puisque c'est une phase qu'on appelle le pull-up, où l'avion est accéléré vers le haut avec un angle de montée jusqu'à 50 degrés. Alors je vous rappelle qu'un avion décollage décolle avec un angle de montée de 8 degrés, 10 degrés, 12 degrés, maximum 15 degrés. Ici, on est à plus de 2 fois et demi le maximum autorisé. Pourquoi ça? Eh bien, le pilote, à partir d'un vol horizontal,
à 6000 mètres. Je reviens en arrière. Voilà. À partir de 6000 mètres, le pilote va accélérer en mettant les moteurs à fond, en même temps tirer sur les commandes, cabrer l'avion, arriver à un angle de montée de 50 degrés, le pilote coupe les moteurs, il n'y a plus aucune force qui agit sur l'avion, sauf la gravité, l'attraction gravitationnelle qui est toujours là, on ne peut pas annuler la gravité. L'avion, de par sa vitesse initiale, va continuer à monter, déjà en phase d'apesanteur, en phase de chute libre. Rappelez-vous, expérience numéro 3, mais c'est exactement ça. Arrivé au sommet de la courbe, il va continuer à descendre cette fois-ci en chute libre, et quand l'angle de piqué arrive à 42 degrés, il est grand temps pour le pilote de remettre les moteurs à fond, de tirer sur les commandes, et puis de revenir à un vol horizontal. Donc 3 phases dans cette manœuvre, la phase d'accélération initiale qu'on appelle le pull-up, la phase d'accélération finale qu'on appelle le pull-out, et c'est le prix à payer, où on pèse en fait pratiquement deux fois le poids de son corps pour avoir la phase d'impesanteur, de microgravité au milieu, qui dure une vingtaine de secondes. On répète ça comme ça une trentaine de fois par vol, et donc un vol nous donne 30 fois 20 secondes, ce qui nous fait 10 minutes. On fait 3 vols lors d'une campagne, ce qui nous fait 30 minutes, et si on fait 3 campagnes dans l'année, on aura ainsi recréé 90 minutes d'impesanteur, l'équivalent d'une orbite de la Station spatiale internationale. La petite vidéo ici va vous montrer ça en un peu plus de détails. So now we are on board this aircraft, the Airbus A300-0G, on board which we can really recreate zero gravity conditions, so the weightlessness state. And to achieve this, the pilot on board this plane will, from an horizontal flight, raise the nose of the aircraft up to an angle 40 degrees, same time putting full thrust to the engine, so accelerating up to 2G. After about 20 seconds, when the up angle is about 45 to 47 degrees, the pilot strongly reduces all engine thrust, only keeping enough thrust to counterbalance the air drag. At that moment, the plane is in free fall state, that is, the sum of all forces other than gravity acting on the plane is nil. The plane, due to its initial velocity, continues to climb, reach the maximum of the trajectory, and then start to dive down on the other side. When the diving angle reached 42 degrees, the pilot again pull full thrust of all the engine and accelerate for another period of 20 seconds, coming out of this dive and coming back to a normal horizontal flight. Now we are in the beginning of the pull-up phase, so the very first phase, where gradually the weight increase. Now my weight is increasing, is double. So now I'm about 150, 160 kilo. Of course, it's a little bit heavy to withstand, but you can see my face is now getting a little bit paler because all the blood is actually pulled down. The pilot announced the angle, the climbing out, 20, 30, and now we come to the injection point where all the engines are strongly reduced. You can hear also the noise is slightly reduced, and we start to float. And if I let the plane float, it will float freely in front of me, and you can climb up to the ceiling like that, perfectly in 0G. Now the diving angle are announced 20, 30, and it's about time to come back on your feet for the pull-out, which is the other part, the other phase of 2G, when the pilot accelerates to come back eventually, ooh, this is getting heavy, to come back eventually to a 1G flight. Wow. And again, during this pull-out, acceleration can reach up to 1.8 to 2G, and our normal weight is then doubled with respect to the apparent weight on Earth. And we are back on an horizontal flight, ready for the next parabola, which will take place in about 2 minutes. So we repeat this sequence of parabola to reach a maximum of 30 parabola in total. And during these 30 parabola, we have up to 10 minutes of microgravity. We perform 3 flights within the campaign, so that gives us 30 minutes of 0G. And if we have 3 campaigns per year, that is equivalent to 1 orbit around the Earth, equivalent to a space lab type of orbit around the Earth, or type of microgravity time we have on board the International Space Station. Alors je vous rassure tout de suite, le petit poisson, on l'a ramené bien vivant, il a encore vécu de nombreuses années, il est mort de mort tout à fait naturelle, de vieillesse, voilà. Vous avez vu également un opérateur qui est la tête en bas, je mets en bas entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a ni haut ni bas,
en apesanteur. On peut très bien aller marcher au plafond, parce qu'en fait, ce qui nous contraint ici sur le sol, c'est bien l'apesanteur qui nous tire vers le bas. Et donc, en apesanteur, eh bien, cette notion disparaît tout à fait. Alors là, on peut ainsi recréer des périodes de 20 secondes d'apesanteur, qui sont très pratiques pour faire un tas d'expériences, pour préparer également des expériences spatiales, pour entraîner des astronautes avant de les envoyer dans l'espace. Et puis, en fait, l'étape suivante, c'est les envoyer à bord de la Station spatiale internationale, qui est une énorme structure qui fait 100 mètres de long, 80 mètres de large, avec des modules également venant de plusieurs pays. En fait, 14 pays se sont associés, la Russie, les États-Unis, le Canada, le Japon et 10 pays européens, dont la France fait partie également. Et cette station a commencé à être construite en 1980. 18, voilà, je dis bien, et petit à petit, elle a été assemblée ainsi en orbite. Alors, depuis l'an 2000, depuis exactement 15 ans maintenant, depuis novembre 2000, tous les terriens n'habitent plus sur Terre. Ça, je crois que c'est capital à réaliser, je vais le répéter encore une fois. Tous les terriens n'habitent plus sur Terre depuis 15 ans. C'est-à-dire depuis novembre 2000, eh bien, il y a toujours, d'abord 2, puis 3, maintenant 6 astronautes et cosmonautes, hommes et femmes, des êtres humains qui sont en orbite. Nous sommes devenus, nous, la race humaine, nous sommes devenus une race spatiale. Nous voyageons dans l'espace depuis 15 ans de manière continue, même si ce n'est pas très loin, seulement à 400 km d'altitude, mais au moins nous avons fait le premier pas. Nous sommes devenus une race spatiale depuis 15 ans. Et comment ça? Eh bien, en ayant vaincu l'apesanteur, en tombant de manière continue, cette fois-ci à bord de la station, avec une vitesse horizontale suffisante pour, en tombant, eh bien, constamment rater la Terre et aller plus loin, et donc continuer à tourner autour de la Terre. Et donc, pour vaincre l'apesanteur, il faut tomber. Merci pour votre attention.